Bonjour à tous, je suis hyper contente d'être là. Le micro, ça va, ouais? Ok, petite photo. Bonjour à tous. Je suis un peu stressée parce que en fait, ça m'arrive pas souvent de me retrouver comme ça devant un certain nombre de gens. Ma mère m'a dit, si t'es stressée, il faut que tu imagines les gens tout nus. Et en fait, ça marche pas parce que j'ai fait une conférence au Cap d'Agde la semaine dernière et ça m'a pas du tout déstressée. Donc c'est pas grave, on va y aller quand même. Donc bonjour, moi je m'appelle Aude, je suis journaliste. Et j'espère que vous n'allez pas partir tout de suite, parce que je suis une journaliste gentille. Et en fait, c'est avec ces mots-là exactement que j'ai démarré ma toute première vidéo. C'était en mars 2017. C'était cette vidéo-là que j'avais intitulée Qui dit prouve. Donc je me suis mise sur YouTube il y a peut-être 1 an et demi maintenant. Et c'était une vidéo dans laquelle en fait je démontais un petit peu le discours complotiste, c'est-à-dire que en fait ce discours-là vous donne plein de petits indices, plein de petits comme par hasard, etc., mais ne vous démontre jamais rien formellement. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à faire cette vidéo-là? Parce que j'étais dans un moment de doute, on va dire, en tant que journaliste. J'ai démarré ces vidéos parce que depuis le début, depuis 10 ans que je travaillais, j'estimais faire mon travail du mieux que je pouvais pour les gens. Quand on est journaliste, on travaille vraiment pour les gens, pour informer les gens. Et en fait, j'avais l'impression que ces gens-là, ce public-là que j'essayais de conquérir, on va dire, si on veut employer un terme amoureux, et ben en fait, ils s'enfuyaient, quoi. C'était la cata, tout le monde nous détestait. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais comment c'est possible en fait? Moi, je travaille pour des gens qui, après, je regarde sur Internet, nous bâchent toute la journée, nous traitent voilà, de tout, etc. Et vraiment, je me suis dit, ok, donc nous avons un problème. Et donc, je me suis sentie complètement dans une espèce de crise de couple. Cette espèce de moment où vous êtes dans un couple un peu vieux, voilà, un peu installé, et au final, vous n'avez plus trop rien à vous dire, vous vous reprochez tout. On ne voit plus que les défauts de l'un, de l'autre, une espèce de crise de couple. Journaliste citoyen, c'était vraiment comme ça que je me sentais. Alors moi, je suis la mariée hein, dans l'image, et puis vous êtes le mec qui se barre là, comme ça. Et en fait, c'est cette espèce de moment où voilà, j'avais l'impression que les gens, finalement, avec le web, avaient trouvé plus sexy, plus chouette, des gens qui leur font plus de promesses, qui sont plus aguicheurs. Et j'essayais de lutter avec mes petites enquêtes, et en fait, ça marchait pas. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, peut-être qu'il faut prendre les choses d'une autre manière. Et un jour, je suis allée chez le coiffeur, et j'ai vu ça. Quand l'infidélité sauve les couples. Et j'ai dit, mais en fait, peut-être que finalement, cette espèce d'attirance que les gens ont pour les réinformateurs du web, peut-être que c'est finalement juste l'équivalent de, je sais pas, d'un amant, d'une maîtresse de passage, et que finalement on va en sortir plus fort, parce que je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Et voilà, ça m'a vraiment posé question. Je me suis dit, mais finalement, peut-être que c'est juste une passade, entre guillemets. Et voilà, peut-être que le web qui, quelque part, nous sépare, peut nous permettre de mieux nous retrouver. C'était vraiment dans ce questionnement-là que j'étais au moment où je suis allée sur YouTube. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas pour donc cette espèce de thérapie de couple. Moi j'appelle ça une thérapie de couple. Je trouve qu'en fait il faut dialoguer. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait des thérapies de couple, mais la base de la base c'est juste de parler en fait, parce que souvent il y a un dialogue qui est rompu. Et donc moi je voulais juste très simplement, très humblement, avec tous les défauts que peut avoir voilà, que mon travail peut comporter, etc., commencer à parler aux gens. Et donc c'est ce premier pas-là que j'ai fait en allant sur le web. C'est une démarche, mine de rien, que j'aurais jamais pensé faire avant, parce que mine de rien, on se met un peu à nu quand on se retrouve en tant que youtubeur. Enfin, ouais, c'était assez bizarre pour moi, parce que c'était pas mon destin, on va dire, quoi. C'est pas comme ça que j'imaginais les choses, mais je me suis dit, il faut le faire. Et donc ça, c'était le premier pas. Puis le deuxième pas, écoutez, je le fais là, aujourd'hui devant vous, et j'espère que vous aurez des questions à la fin, qu'on pourra bien dialoguer, discuter.
En tout cas, voilà, je trouve ça fondamental qu'on reprenne le dialogue très simplement, parce que en attendant, voilà, pendant qu'on se déchire entre guillemets, qu'il y a des pros de la désinformation qui font des ravages, mais vraiment qui brisent des vies en fait, toutes les semaines, tous les mois dans le monde. Alors juste pour vous donner 2-3 exemples, je pense moi quand on essaie d'imaginer des victimes de ce désamour. Je pense par exemple à ce jeune homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il s'appelle Anna, je ne sais pas comment on prononce. C'est un jeune homme de 19 ans qui vient de Syrie, qui s'est retrouvé dans un camp de réfugiés en Allemagne. C'était en 2015. Il a vu Angela Merkel. Alors il était hyper fier, il a fait son petit selfie. Et puis quelques semaines plus tard, sur les réseaux sociaux, ça a donné ça. Voilà, l'auteur de l'attentat suicide est un migrant syrien arrivé il y a 2 ans que Merkel a logé, nourri, payé. Hein, c'est toujours très mesuré, voilà ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce jeune homme-là, il a eu sa vie franchement complètement détruite. Il y a beaucoup d'interviews de lui qui sont notamment sur Internet, etc. C'est quelqu'un qui a souffert de ça, qui était pris pour un terroriste pendant des années. Il a même fait en fait un procès, pour la petite histoire, à Facebook, qu'il a perdu, parce que Facebook est un hébergeur. Et donc, il est considéré comme non responsable de ce qui circule sur sa plateforme. Donc, tous les jours, encore aujourd'hui, il s'amuse à signaler sa photo comme quoi il est terroriste. Il y a aussi, entre autres, ce papa-là, auquel je pense franchement souvent, qui s'appelle Léonard Posner. Léonard, en fait, il a perdu son fils dans la tuerie de Sandy Hook, dans le Connecticut. C'était en 2012, je crois. Une tuerie dans une école, hein, malheureusement un peu classique. C'est horrible de dire ça, mais aux États-Unis. Et en fait, non seulement il a perdu son fils, Noah, 6 ans, mais en plus, il est harcelé en permanence avec les autres parents de cette école-là, parce qu'en fait, il y a des gens qui le considèrent comme un acteur. Les parents auraient été des acteurs, parce que toute cette tuerie aurait été une invention qui vise, si j'ai bien compris, à faire en sorte que de réguler les armes en fait aux États-Unis, et donc tout ça n'aurait été qu'une grande machinerie, on va dire orchestrée. Et donc cet homme-là qui s'appelle Alex Jones, que vous connaissez peut-être, qui a le site Infowars, qui gagne des millions en faisant de la réinformation, accuse notamment les parents d'être des acteurs. Je ne sais pas si on peut se représenter, enfin moi voilà, ce que ça peut vouloir dire au quotidien, non seulement d'avoir perdu son enfant, mais en plus d'être harcelé quotidiennement, parce qu'en fait on aurait été un acteur. Voilà. Pour la petite info, il est poursuivi en justice actuellement par des parents. Je pense aussi, là c'est des exemples américains parce que c'est les plus forts, mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en France. Je pense aussi, pour donner un dernier exemple, à James Alefantis, qui est gérant d'une pizzeria à Washington, et en fait, qui s'est retrouvé avec quelqu'un armé d'un fusil d'assaut dans sa petite pizzeria, parce qu'apparemment, il y avait des rumeurs sur Internet. D'ailleurs, le monsieur là, c'était aussi une des belles personnes qui s'amusait à parler de ce Pizzagate. Apparemment, il y aurait eu un réseau pédophile à l'intérieur de sa pizzeria, dans la cave de la pizzeria. Et donc, des gens ont voulu faire justice en allant directement dans la pizzeria. Une personne, en fait, est venue armée d'un fusil. Il n'y a pas eu de blessés. Mais tout ça pour dire qu'il y a des vraies conséquences en fait à toute cette déferlante de fake news, et que je trouve personnellement qu'il est urgent que l'on discute un tout petit peu. Je pense aussi, entre autres, j'ai vu la semaine dernière une petite fille qui est morte du sida. Une petite fille qui est morte du sida en Russie parce que sa mère avait vu que ça n'existait pas sur YouTube. Et je vous invite à taper sida sur YouTube, hein, vous verrez des super perles, hein, c'est quand même assez hallucinant ce qui peut se dire. Donc, une fois qu'on a dit ça, à qui la faute? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs, évidemment, tout le monde se penche sur la question. Moi, j'ai réfléchi aussi. Alors, on peut dire évidemment que c'est la faute au web, quelque part, qui ne met pas du tout en avant les contenus les plus mesurés, et qui permet notamment à des gens pros de la désinformation de se faire beaucoup d'argent.
Est-ce que c'est la faute des fakers, comme je les appelle, des manipulateurs professionnels qui sont quand même assez bons, hein. Alors, il y en a qui sont très mauvais, mais il y en a qui sont quand même assez bons. Moi, j'ai une petite expertise dans le domaine que je vous raconterai après. Est-ce que c'est la faute aux internautes qui, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte, cherchent davantage souvent sur Internet à confirmer leurs opinions préconçues, etc., plutôt que de s'ouvrir un petit peu à d'autres schémas de pensée et d'autres voilà, des informations qui ne vont pas forcément dans leur sens. Ça, ok, moi je suis d'accord pour dire ces 3 choses-là, mais je pense qu'on oublie quelque chose. C'est que, à mon avis, et c'est vraiment ma petite analyse, je pense qu'il y a d'autres co-responsables de cette déferlante de fake news, et que ces co-responsables, bah, c'est aussi, en partie, les médias traditionnels et certains journalistes, certaines formes, on va dire, de journalisme. Moi, je pense que, pardon, mais quand on invite pendant 5 ans, c'est pas en prime time, mais enfin, quelqu'un comme Éric Zemmour, pendant 2 heures, qu'on lui laisse le micro, Éric Zemmour ou d'autres polémistes, par exemple, sur une chaîne de service public, moi, ça me choque. Bon, je parle en termes de faits, de fake news et de théorie du complot. Quand on organise des débats à la présidentielle sans jamais apporter de contradictions rapides, claires, précises sur ce qui se dit, en fait, je veux dire, on est quand même au 2e tour d'une élection présidentielle, je suis choquée, quoi. Voilà. Pardon, alors là, c'est un petit exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cet illustre monsieur qui s'appelle Valrand de Saint-Just, qui est trésorier, je crois, au Rassemblement national. Moi, je suis archi choquée de voir cette photo. C'est-à-dire que, en fait, le mec a le micro. C'est-à-dire que c'est plus une interview. On lui donne le micro, il parle. Bon, ben voilà, ça c'est des pratiques, moi, qui me choquent à mort. Et je trouve que les médias sont juste... je sais que ça va peut-être être reçu de différentes manières dans mon milieu, entre guillemets, mais moi je suis hyper outrée en fait de voir ça. Je trouve qu'on n'est pas du tout dans notre rôle en faisant ça et qu'on s'oublie complètement en fait. Qu'est-ce que je voulais... Il y a aussi, alors je sais pas, dans une moindre mesure, les petits journalistes comme moi, les petits artisans, les petits ouvriers du journalisme qui cherchent des infos, qui les rapportent, tout ça. Donc ça, c'est quand même l'immense majorité des journalistes, il faut quand même le rappeler. On est 35 000 en France. Je ne sais pas quelle est la proportion de petits ouvriers comme ça, mais c'est sûr que c'est la grande majorité. Alors nous, moi, je pense qu'en fait, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne se raconte pas, c'est qu'on ne communique pas sur la façon dont on travaille. Et c'est aussi pour ça que moi, je suis allée sur YouTube. Parce que vous regarderez si vous avez la curiosité, mais ce que je fais, c'est que je fais mes petites enquêtes par téléphone et je les fais devant la caméra. Et donc les gens voient en fait tout simplement comment je travaille. Et c'était très étonnant dans mes premières vidéos. Les gens hallucinaient en fait. Ils disaient ah ouais, d'accord, donc c'est comme ça que les journalistes travaillent. Donc c'est ça qu'en fait qui fait que peut-être ce qu'ils disent est moins idiot que ce que raconte ma cousine sur Facebook. Mais c'est comme si en fait les gens découvraient en fait que le travail de base, enfin pour un journaliste, c'est très déconcertant. Moi, je dis ah oui d'accord. Donc en fait, les gens découvrent que oui, nous passons des coups de fil, que non, nous ne faisons pas que traînailler sur Facebook à glaner deux, trois infos. Et donc je pense que c'est très bête, mais moi ça m'a vraiment alerté sur le fait qu'il faut qu'on communique sur la façon dont on travaille et que le web peut nous servir à ça. Et c'est perfectible, la façon dont on travaille. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas toujours forcément hyper bien fait parce que voilà, il y a aussi des réalités du terrain, il y a plein de choses qui sont complexes à expliquer, mais je pense qu'il faut l'expliquer. Parce que ne pas se raconter, c'est laisser les autres nous raconter à notre place. Et donc, c'est laisser libre cours à des fantasmes hallucinants sur les journalistes. Et ça, personnellement, moi, je commence à en avoir un tout petit peu marre. Voilà. Alors, comment rallumer la flamme? Alors, c'est un peu kitschou, hein. J'ai fait mon PowerPoint ce matin. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé, mais j'aime bien le kitsch. Voilà. Alors, comment rallumer la flamme? C'est une grande question. Alors je peux pas vous dire que tous les journalistes sont des gens géniaux. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire qu'il faut nous faire confiance aveuglément. Je peux pas vous dire que voilà, de toute façon il y a des moutons noirs dans toutes les professions. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est vos courtisans là du web, ils se fichent pas mal de vous là.
Donc, et je sais de quelle manière. Parce qu'en fait, moi, je discute avec eux. J'ai une ligne téléphonique spéciale Faker du web. Et donc, je discute régulièrement avec nos amis réinformateurs. Et je voulais juste vous donner un tout petit aperçu, mais c'est très rapide, hein, mais tout petit aperçu de ce que ça peut donner. Alors, comment on fait play? J'ai vu que vous aviez mis au jour la plus grande réalisation néolithique de France. Oui, tout à fait. Si j'ai bien compris, c'est une vingtaine de statues, dont une de 50 mètres de haut. C'est où exactement? Devant la grotte de Castelbou, vous allez voir plusieurs statues apparaître gravées dans la roche. On avait mis en ligne une petite vidéo où vous voyez parfaitement plusieurs statues. On les met bien en évidence. J'ai vu que vous aviez mis au jour la plus grande. Ça, c'est Anonymous France. C'est mes amis aussi. Attendez. Tricherie des suffrages aux élections présidentielles de la France 2017. Macron n'a pas gagné. Voilà, tout ce qui est politique, c'est pas ma spécialité. Mais c'est quoi votre spécialité? Moi, c'est tout ce qui est yoga, méditation, c'est autre chose. Mais monsieur, vous avez bien partagé ce poste. Bah, en fait, celui qui est concerné, alors ça, c'est Mathias. Donc ça, c'est... Hop. J'ai contacté beaucoup de monde qui ont eu des Santé problèmes plus mag. avec vos conseils, les conseils de Santé plus mag. Directement à l'application, je sentais que ça brûlait. Des espèces de crocs après que j'avais du cul dedans. Est-ce que vous assumez à 100% toutes les pratiques que prône votre site? On assume toute responsabilité, bien évidemment. Alors, la Santé plus mag, pour petite info, je suis sûre que vous pouvez faire le test en sortant. Je suis sûre que parmi vous, il y a des abonnés à Santé plus mag, parce qu'ils sont quand même, je crois, près de 8 millions de gens à suivre Santé plus mag sur Facebook. Et si c'est pas vous, c'est vos amis, etc. Moi-même, je crois que j'en ai 40 amis qui like Santé plus mag. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Même après avoir fait ce genre de vidéos, donc ça donne beaucoup d'espoir. Donc ces gens-là, en fait, ils ont quand même accès, donc comme je viens de dire, à des millions de personnes tous les jours, tout le temps. Et en fait, tout comme il y a des méthodes pour enquêter, il y a des méthodes pour désenquêter. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. En fait, j'ai enquêté sur les méthodes pour désenquêter, pour enfumer, en fait, les gens. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est vous informer sur la façon dont ils désenquêtent. La façon dont ils vous enfument en fait complètement. Donc il y a une première chose qui est un grand classique. De toute façon, tout ça c'est des classiques, il y en a d'autres, mais donc c'est faire une enquête dans le dos. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui font des bébés dans le dos. Eux, ils font des enquêtes dans le dos. Donc en fait, l'idée c'est de sortir des infos sans avoir jamais contacté la personne en question, c'est-à-dire la personne incriminée, entre guillemets, dans leur article, dans leur enquête, entre guillemets. Donc, par exemple, on a Anonymous France, pour reprendre lui, qui avait annoncé que donc, Macron avait triché à la présidentielle. Bon, il n'a pas contacté une seule fois, ne serait-ce qu'un proche d'un collaborateur d'une équipe lyonnaise d'Emmanuel Macron. Donc, voilà, donc... enquête dans le dos, pardon, mais Aristote Le Raïs, alors ça c'est une de mes dernières petites victimes, entre guillemets. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Maître Gims, alors je sais pas s'il y a des... que Maître Gims est franc-maçon, voilà. Mais alors, bon, pareil, il n'a pas le 06 de Maître Gims, mais en revanche, chez Sony, on peut trouver des numéros pour approcher Maître Gims. Bon, évidemment, ils n'ont jamais été contactés. Et alors, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Panamza. Alors, Panamza, lui, il est très fort parce qu'il avait sorti notamment une super enquête sur les attentats de Charlie Hebdo. C'était ça, en fait. Attentat à Charlie Hebdo, la vidéo amateur était falsifiée. Et en fait, il n'a pas passé un seul coup de fil à la rédaction. Je le sais, puisque j'étais dans cette rédaction, en fait, première ligne, qui est la rédaction qui s'est retrouvée sur le toit. Alors moi, j'étais pas là ce jour-là, j'ai travaillé avec eux par la suite. Mais donc on a appris, en fait, au fil des semaines, que voilà, la vidéo amateur avait été falsifiée. Alors évidemment, c'est toute une série, vous regarderez, d'élucubrations auxquelles Martin Boudot, qui est le journaliste incriminé dans cette enquête, a répondu point par point dans le Nouvel Obs. Par exemple, Panamza raconte, je crois, que
Oui, c'est pas normal parce que Martin Boudot apparaît dans la vidéo que lui-même aurait fait. Et en fait, Martin dit c'est dommage que vous m'avez pas appelé parce qu'en fait, on a compilé 2 vidéos, donc moi je vous aurais donné l'explication assez simplement. Bon, voilà. Donc c'est toute une série de pseudo-indices comme ça, et jamais un seul coup de fil à la rédaction. Donc ça c'est quand même, donc ça c'est le principe des enquêtes dans le dos. Donc ça marche bien, c'est hyper pratique quand on veut dire du mal de quelqu'un, etc. C'est-à-dire qu'on ne lui tend jamais le micro. Si vous regardez n'importe quelle émission de télé, je sais pas, complément d'enquête, envoyé spécial, tout ça, je veux dire, il y a toujours, on recueille des preuves sur quelque chose et on va voir après la personne en question, et il répond pas, mais on est obligé de tendre le micro aux personnes qui sont mises en cause, entre guillemets. Alors, c'était juste pour dire que moi aussi, c'est ce que je fais. Voilà, j'enquête sur les fakers du web et puis après, je les appelle. On sait jamais, peut-être qu'ils ont... non, mais vraiment, on sait jamais. Peut-être qu'ils ont des éléments troublants, pareil à me dire, ou des choses qui vont en leur faveur. Peut-être qu'ils ont des... Enfin, voilà, c'est une démarche journalistique, en fait, qui est très rarement faite quand il s'agit des réinformateurs du web, c'est-à-dire de contacter les gens et surtout les personnes sur lesquelles on enquête. C'est quand même la moindre des choses. Je pense que si quelqu'un enquêtait sur vous, vous aimeriez bien éventuellement, avant que le papier sorte, avoir été contacté par le journaliste. C'est un peu le même principe. Donc nous avons fait une enquête dans le dos, et nous avons aussi balancé des indices troublants. Alors ça c'est le cœur de métier, ça c'est hyper rigolo. En fait, c'est très rigolo parce que c'est très simple à faire, c'est-à-dire que on trouve un petit indice, c'est les fameux comme par hasard, moi comme je les appelle, hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là et comme par hasard quelque chose d'autre se passait dans la salle d'à côté et hop, on emballe bien le tout et donc ça fait passer l'idée qu'il y a quelque chose de suspicieux, etc., etc. Donc là par exemple, pour reprendre nos idées, voilà, comme par hasard Maître Gims, pardon, mais je sais pas s'il y a des fans, a priori, bof. Il se met dans un cercueil. Oh, il l'abuse quand même dans un clip. Alors, il se trouve qu'il y aurait un rituel maçonnique avec un pseudo-cercueil et tout. Et donc, comme par hasard, il est franc-maçon. Voilà, c'est quand même assez clair. Derrière, les journalistes, pour reprendre donc, des exemples que je connais bien, journalistes de l'agence qui montait sur le toit lors des attentats de Charlie Hebdo, ils ont un gilet pare-balles. Ils sont complices, parce que quand même, c'est un drôle de hasard. Alors pour l'info, des gilets pare-balles, il y en a dans toutes les rédacs, parce qu'il y a des gens qui vont dans des terrains pas cool, et voilà, sur lesquels il vaut mieux avoir des gilets pare-balles. Donc quand on entend comme ça, je sais plus, 10-15 coups de feu d'affilée, c'est pas dément en fait de se dire, tiens, je vais prendre un gilet pare-balles. Voilà. Et je rajouterais juste que le hasard, ça existe. Voilà, alors ça, moi, je suis pas du tout scientifique, donc voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de revues, beaucoup de gens qui vulgarisent cette idée-là, c'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, les médias se trompent, souvent, on annonce des choses en disant oui, c'est une loi des séries, c'est une loi de... En fait, la loi des séries, ça n'existe pas, et il y a beaucoup de publications qui sont faites dans ce sens-là, et donc le hasard, oui, il est possible que telle chose se produise en même temps que telle autre, et ça ne crée pas un lien de causalité, en fait. Ça, c'est passionnant de se rendre compte de ça, parce que c'est vrai que nous-mêmes dans notre vie on aime bien dire tiens, je me suis habillée ce matin, comme par hasard il pleut, tiens, comme par hasard. C'est des trucs tout bêtes qu'on se dit tous les jours, et en fait voilà, c'est juste très intéressant de voir à quel point le hasard existe, et voilà, il n'y a pas forcément de lien de causalité entre plusieurs choses. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Excusez-moi, un peu vite. Alors, quoi d'autre? Donc, voilà, faire une enquête dans le dos, c'est un grand principe. Balancer des indices troublants, ça c'est top. Il y a aussi ce que les médias vous cachent. Ça c'est quand même la rhétorique de base. Regardez ce que les médias vous cachent, qui n'ont pas osé, alors j'aime bien le oser, qui n'ont pas osé vous montrer. C'est vrai qu'on a tous très 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 peur. En fait, ce que les médias vous cachent, il y a plusieurs cas de figure. Souvent, alors ça c'est très rigolo, vous regarderez ce que les médias vous cachent, en fait vous regardez ce que c'est que la news en question, et en fait vous trouvez des journalistes qui en ont parlé tout simplement, hein. Donc souvent ce que les médias vous cachent en fait vient d'un média qui n'a rien caché.
Ah, donc ça, c'est assez marrant, mais comme il y a plein de gens qui s'y arrêtent pas puis qui regardent pas plus loin que ça, ils y croient, alors qu'en fait, les journalistes en ont parlé. Alors là, je voulais quand même donner une mention spéciale, par exemple, à ça, que j'ai trouvé hier, mais il y en a 1000. Siri, ce que vous cachent les médias occidentaux, et ben ce que vous cache, en fait, vous le trouvez dans l'émission de C'est dans l'air. Voilà, donc, mais ça, des choses comme ça, on en voit plein. Donc en fait, ça, c'est le premier cas de figure de ce que vous cachent les médias. Et puis il y a aussi un autre cas de figure qui est qu'effectivement, ce que les médias vous cachent, vous le trouvez nulle part. Effectivement, c'est quelque chose qui a l'air hyper caché. Alors là, je propose d'envisager une solution qui est que ce soit un fake. C'est-à-dire que soit il y a des journalistes qui ont enquêté dessus et qui se sont aperçus que c'était faux. Et du coup, effectivement, ils vont le cacher, mais en fait, c'est pas caché, c'est juste qu'ils vont juste pas dire quelque chose de faux. Soit... en fait, c'est pas forcément faux, c'est simplement que y a des enquêtes qui peuvent être faites dessus, mais simplement ça n'a pas encore été vérifié, ça n'a pas encore été prouvé, c'est des choses sur lesquelles les gens peuvent être en train de travailler, mais il faut comprendre aussi que l'enquête, c'est du temps long. C'est, je veux dire, Kennedy, ils y sont toujours, quoi. Donc en fait, il n'y a pas d'immédiateté, ça c'est très troublant. Moi j'ai une association qui s'appelle Fake Off. On va en fait dans des établissements scolaires notamment, mais un peu auprès de tous les publics pour parler des fake news, etc. Et très souvent j'ai cette remarque, oui l'autre jour il y avait un attentat, un truc, qui s'est passé tout d'un coup, et alors ce que je voyais sur Twitter c'était absolument pas sur BFM, quoi. Bah oui, non. Non, parce qu'en fait, nous aussi, on regarde Twitter, mais en fait, on a une responsabilité. C'est un peu la différence avec ma mère quand elle écrit quelque chose sur Twitter, c'est qu'elle, elle va pas se prendre un procès derrière si elle écrit, je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais voilà, il y a une vraie responsabilité des médias, et donc effectivement, c'est des remarques mais qu'on me fait vraiment souvent. Ce que les médias vous cachent, en fait, c'est peut-être juste quelque chose sur lequel on enquête et qui ne sont pas encore démontrés. Donc je propose de remplacer en fait à chaque fois que vous le voyez l'expression ce que les médias vous cachent par ce qui est faux ou pas encore vérifié. Voilà. Je pense que le net se portera un petit peu mieux. Alors attendez, excusez-moi. Je suis désolée pour cette petite pause. Vous pouvez boire un petit peu d'eau. Ah oui, et alors il y a encore une chose, la dernière chose. Hop, faire une enquête dans le dos, balancer les indices troublants, ce que les médias vous cachent. Et hop, nous sommes indépendants. Alors ça, j'aime beaucoup. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des réinformateurs, voire tous, quand vous regardez le à propos, ils sont indépendants. Ils sont tous hyper indépendants. Et donc, c'est ça qui est censé garantir en fait le sérieux de leur travail. Mais alors, j'ai découvert quelque chose. C'est qu'en fait, moi-même, je suis hyper indépendante. En fait, par exemple, je suis une boulangère indépendante. Je suis une plombière aussi indépendante. C'est-à-dire qu'en fait, indépendant dans la bouche des fakers du web, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas professionnels. Et ça, c'est censé être un gage de qualité. Donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Santé Plus Mag. Alors, eux, ils sont totalement indépendants des pouvoirs publics et laboratoires pharmaceutiques. Bon, ça, c'est quand même assez classe. Voilà. Et alors, eux, en fait, derrière, c'est un professeur de cuisine japonaise. Donc, il est indépendant. Franchement, il n'a aucun conflit d'intérêt avec Sanofi. Le gars, il est clean. Super clean. Bon, il est prof de cuisine japonaise, c'est tout. Mais donc, ça, c'est un grand indépendant du web. On a aussi, par exemple, Wikistrike. Lui, j'aime beaucoup aussi. Wikistrike, lui, il est chercheur indépendant. Il a découvert, en fait, les statues, là, que vous avez vues en Lozère. Il est chercheur indépendant. Et en fait, c'est un poète en recherche d'emploi. Mais il est hyper indépendant. Donc ça, c'est cool. Et puis, on a Anonymous France. Alors, Anonymous France, attention, sur Facebook. Parce qu'alors, il y a les Anonymous, les vrais. Et puis, il y a Anonymous France sur Facebook. En fait, il y a des gens qui ont trouvé ça rigolo quand il y a eu toute cette idée d'Anonymous, de se créer un compte Anonymous France pour amasser plein de likes, etc. Alors, eux aussi, ils sont super indépendants.
En fait, derrière eux, il y a un Jérôme qui est prof de yoga et qui me dit que en fait, l'équipe est proche d'Asselineau. Donc vive l'indépendance. Moi, je dis, c'est vraiment cool. Non, mais bon, bref, pardon, mais des fois, je suis obligée de rigoler, quoi. Bon. Donc moi, je vais vous donner un super scoop, mais vraiment un gros scoop. C'est que, les journalistes sont des gens payés. Ça c'est fou, c'est suspect, on est payé. Donc ça, je l'annonce, hein. Moi, j'ai des factures, j'ai une vie, en fait. J'ai des choses à payer. Et alors, être payé ne veut pas dire être vendu. Non, mais c'est quand même bien de le rappeler. C'est vraiment hyper important, je trouve, de dissocier ça. Donc moi, par exemple, j'ai un bulletin de salaire. Je vends mon programme, mon petit What the Fake, mon petit programme à France Télévisions. Je suis 4000% indépendante. Mais alors, celui qui veut me prouver que je ne suis pas indépendante éditorialement, j'ai pas de problème, je lui filme presque mon numéro, quoi, qui cherche, mais je lui conseille de se lever très tôt. Parce que moi, j'ai simplement dit à France Télévisions que je faisais ce que je voulais dans ma chaîne et que je traitais les sujets que je voulais. Et donc, l'indépendance éditoriale, c'est quelque chose qui est complètement possible et qui est en fait, qui existe en fait par certains aspects. C'est pas quelque chose qui est complètement en l'air. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors évidemment, on est dans une thérapie de couple, on va pas se mentir, hein. Nous avons quelques petits soucis régulièrement. Alors ce monsieur, je savais pas à qui je m'adressais, donc j'ai mis le nom, mais peut-être que je vous fais une injure, quoi. Hein, voilà, voici Serge. Alors, vous ne verrez pas évidemment d'enquête très poussée sur l'empire d'Assaut, hein, dans le Figaro. Faut pas pousser. Vous ne verrez pas non plus le même genre d'enquête sur Bernard Arnault dans le Parisien. Oh, pardon, dans le Parisien, qui lui appartient. Je précise. Vous ne verrez rien de trop compromettant sur Monsieur Bolloré sur C8. Hein, voilà. Donc ça, c'est des choses que personne ne nie. Vincent Bolloré, d'ailleurs, juste pour aller sur le domaine de la télé, que je connais moi un peu mieux, qui a déprogrammé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, une enquête sur le crédit mutuel dans une émission qui s'appelait Spéciale Investigation, pour laquelle j'avais travaillé d'ailleurs, sur Canal+. Donc, et c'est une enquête qui concerne une affaire d'évasion fiscale sur le crédit mutuel. Et il y a aussi, je pense, moi j'en connais pas trop, pour être tout à fait honnête, mais je pense qu'il y a aussi un problème d'autocensure en fait. Peut-être plus que de censure, qui est quelque chose qui est quand même globalement hyper fantasmé par rapport à la réalité. Je pense qu'il y a à mon avis, c'est plutôt de l'autocensure qu'il y a chez certains journalistes, parce que voilà, d'office, ils savent que il vaut mieux peut-être pas parler de tel ou tel sujet vu le patron de presse, etc. C'est ce que j'imagine. Mais en tout cas, ce que je voudrais vraiment que les gens comprennent, c'est que cette situation-là, elle ne plaît à personne. Je veux dire, c'est quelque chose que les journalistes subissent, mais de plein fouet, mais tout le temps, en fait. Personne n'est content de ça. Et on se bat en permanence contre cette concentration des médias au sein de beaucoup de rédactions. Il y a beaucoup de sociétés de journalistes, et ça, les gens ne le savent pas, mais qui sont là, qui veillent au grain tout le temps pour veiller à l'indépendance, en fait, de la ligne éditoriale des sujets traités. Moi, je fais partie... j'avais mis un petit... ça, c'était pour les milliardaires. Bon, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle « Informer n'est pas un délit ». Et en fait, dans ce collectif, il y a des dizaines de journalistes qui luttent, mais vraiment chaque semaine, en fait, contre cette concentration des médias, pour faire respecter l'indépendance éditoriale des journalistes, contre la loi secret des affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai combat qui se passe de l'intérieur, et je pense que les gens n'ont peut-être pas assez cette vision, mais parce que là encore, je pense qu'on ne parle pas assez de ça. Et donc, on n'est pas content, voilà, vous non plus. Hein, tout le monde veut des médias indépendants. Donc, en fait, la question, c'est à quel moment on décide d'agir ensemble. Parce qu'en fait, on veut juste la même chose. Alors, voilà, je voulais dire qu'en fait, on était dans le même bateau. Mais en fait, c'est plutôt ce bateau-là. Voilà, on est en galère. Hein. Non, mais on va pas se mentir, c'est chaud, quoi. Mais bon, on essaye de lutter, je pense,
enfin en tout cas au sein de la profession à mort, on essaye de lutter pour faire respecter en permanence cette indépendance journalistique-là. Après, je pense qu'il faut que chacun se pose la question de sa propre consommation aussi de médias. Parce qu'avec Internet, on a perdu cette idée que les médias, que l'info en fait n'est pas gratuite. Enfin, la bonne info de qualité, elle a un coût. Voilà, moi sur mes enquêtes j'y passe peut-être un mois. La plupart des journalistes font la même chose, enfin de ceux que je connais qui bossent pour des grandes émissions télé, etc. Voire ils passent plusieurs mois. La vraie info de qualité, je pense que c'est une notion que les gens ont perdue, notamment les jeunes. Elle a un coût. Ça ne peut pas être gratuitement, tu ne peux pas avoir une qualité d'information dingue, en fait. Ou alors, tu te retrouves avec des journalistes qui sont sur le sable, quoi. Donc, ce qui est aussi un peu en train d'arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ces titres-là, Le Drench, que j'aime beaucoup, qui est un petit journal, qui permet aux gens de se faire leur opinion, Le Canard enchaîné, Mediapart, Charlie Hebdo, Les Jours, Le 1, tout ça, c'est des journaux indépendants. Je sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous ou parmi ceux qui regardent la vidéo qui contribue à ça, qui aide en fait la presse indépendante à vraiment exister. C'est vraiment compliqué en fait. Les journalistes vont pas chez les fameux milliardaires forcément par choix en fait, mais parce que à un moment donné il faut trouver du boulot. Et le boulot, on y va là où il y en a. Et tout le monde a envie d'être indépendant, sauf que dans la réalité, il y a peu de gens qui sont prêts à mettre la main à la poche pour aider ça. Et donc, je pense que c'est aussi toute une réflexion que les gens doivent avoir pour se dire, oui, effectivement, moi, je vois le nombre de gens qui m'alpaguent sur le fait que, oui, les journalistes ne sont pas assez indépendants et tout. Je serais curieuse de voir la proportion de ceux qui vraiment mettent la main à la poche pour aider à ça, en fait. Et donc, c'est vraiment... je pense qu'on a aussi besoin de vous et que chacun a sa responsabilité à jouer là-dedans. Moi-même, par exemple, je vends mon programme à France Télévisions. J'ai 32 000 abonnés. Si demain, j'arrête avec France Télévisions, alors j'ai un taux de retour j'ai vraiment un taux de satisfaction énorme. Je ne sais plus combien j'ai d'étoiles sur Facebook et tout. Mais est-ce que ces gens-là seraient prêts à me suivre financièrement? C'est vraiment une question que je me pose. Je sais pas. Je suis pas très optimiste là-dessus. Donc voilà, c'est aussi faut que chacun se pose la question de comment est-ce que je peux aider à faire vivre une presse indépendante, si tant est que j'en ai envie, évidemment. Voilà, je voulais juste finir avec, en rappelant un petit peu la base, l'importance de notre fameux couple. En fait, le rôle d'un journaliste, c'est très bête, mais il y a beaucoup de gens qui l'oublient. C'est quoi le rôle d'un journaliste, notamment quand je vais avec mon asso Fake-Off dans les collèges, les lycées, c'est très étonnant de voir à quel point ils ne savent pas ce que c'est qu'un journaliste. Donc, je voulais juste faire un tout petit rappel. Un journaliste, c'est donc quelqu'un qui est chargé d'enquêter, de rapporter des faits objectifs. Tout le monde peut avoir des opinions, mais le but du journaliste, c'est d'établir des faits où que tu penses A, B ou C ou D, les faits vont être les mêmes. Et je vous prie de croire que c'est difficile de rapporter des faits. Moi, des fois, je me dis que j'aurais bien aimé faire ce métier dans les années 70 ou 80, où apparemment, on pouvait aller parler à Chirac comme ça, en lui tapant dans le dos, etc. Maintenant, la moindre PME a une armée de communicants, et c'est juste l'enfer. Parce qu'en fait, la plupart des communicants sont là pour ne pas communiquer. Ça, c'est aussi un drôle de métier. Un jour, il faudra que je comprenne un peu de quoi il retourne. Mais c'est vraiment difficile. Juste un petit exemple, mais j'ai vu passer ça, mais en fait, alors là, pour le coup, c'est tous les jours. Là, par exemple, on a un petit journaliste de la Nouvelle République qui se fait virer du stade parce que le président du FC Tours trouve que le traitement médiatique ne lui est pas favorable. Mais ça, je veux dire, ça c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est en permanence. C'est extrêmement difficile d'établir des faits quand vous êtes face à des services communication qui vous raccrochent au nez, mais toute la journée. Donc le métier est devenu quand même hyper compliqué. Et puis après, fort de ces faits, l'idée c'est d'aller voir nos amis qui sont en haut. Alors là, je mets Emmanuel Macron, mais en fait, les responsables des situations problématiques qu'on aura soulevées à partir des faits, d'aller les interpeller. Et donc, en fait, c'est très bête, mais si on enlève les journalistes, demain, qu'est-ce qui se passe ?
Moi, je veux bien qu'on aille voir que nos amis du web, etc., des fakers, etc. Mais moi, ça, aller voir Emmanuel Macron, je peux parce que c'est ma carte de presse qui me permet de le faire. Aller voir je sais pas qui, n'importe quel haut responsable, je peux y aller parce que j'ai ma carte de presse. Tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, on est une espèce de courroie comme ça, indispensable en fait, pour aller interpeller les gens par rapport à des problématiques réelles ou vécues. Et ce que je voulais faire comprendre, c'est que donc, si demain on n'est plus là, ben, vous aurez en haut de la pyramide des gens qui agiront en totale impunité, si ce n'est pas déjà un peu le cas, enfin bon, bref, qui agiront en totale impunité parce qu'ils n'auront de compte à rendre à personne, et en bas, des gens ignorants, en fait, quelque part de ce qui se passe. Et quand je vois les gens, à quel point, des fois, ils détestent les médias, des fois, ça me donne envie de faire une semaine, la semaine sans journaux, quoi, la grève de l'info, et j'attends de voir les réactions, parce que je pense que, mine de rien, on est assez drogué à ça, et c'est assez... Enfin, voilà, c'est quelque chose de vital, en fait. Donc, écoutez, voilà, j'espère en tout cas qu'on va se... Alors, attendez, je mets mon petit... Ouais, j'espère qu'on va réussir, voilà, à se réconcilier, et puis parce que voilà, j'espère qu'il y a encore un paquet de chemin à faire ensemble, et notamment de belles enquêtes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et alors, si quelqu'un a des questions, je sais pas moi, on peut y aller. Alors, paraît-il qu'il faut un micro qui marche, ouais. Oui. Et bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si mais il fonctionne. Ça marche. Pardon. Bonjour et merci du coup pour votre intervention. Je voulais juste vous poser une question du coup sur la notion d'indépendance. Alors partant sur la partie des journaux, parce que évidemment que je suis toute d'accord pour la défense de ces journaux indépendants comme la Mediapart ou leurs confrères consoeurs. Juste une question, en fait, vous avez mentionné Santé Mag Plus. Santé Plus Mag, retenez bien ce nom. Alors je les connais pas, hein. Je suis pas là pour dire si ce qu'ils font c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais vous mentionnez le directeur ou le chef. Othman Kabaj. Qui est professeur de cuisine japonaise. Ouais. Et en fait, ma question c'est que je sais pas qui il est, mais le fait qu'il soit professeur de cuisine japonaise ne veut pas forcément dire qu'il est mauvais dans ce qu'il fait. Alors j'aurais dû m'étendre un peu plus sur le sujet. En fait, c'est simplement que ce monsieur préconise quand même avec ses équipes de s'insérer des gousailles dans le vagin contre les mycoses. Non mais voilà, en fait je vous invite à aller voir en entier les vidéos, parce que là vous avez juste un petit aperçu que j'ai fait un peu à l'arrache. Mais et en fait il reconnaît lui-même dans une vidéo qu'il a aussi un master en gestion. Et il est ancien prof de cuisine japonaise, enfin bon bref, vous le voyez faire du sushi sur certaines vidéos. Il reconnaît qu'il y connaît rien, enfin il explique, oui voilà, moi voilà, j'ai créé Santé Plus Mag parce que je sais pas, il a rencontré tel ou tel médecin, enfin tel ou tel, je sais pas, il a je vous laisserai, vous taperez Othman Kabaj, vous verrez toute sa bio, mais en tout cas effectivement, enfin voilà, lui il a beau jeu de se dire indépendant parce qu'effectivement il y connaît rien. Donc certes, à ce moment-là on est indépendant dans plein de choses. D'accord, ok. Non mais pardon, j'aurais dû peut-être préciser. Et désolée, je monopolise encore pour une question. Est-ce que vous avez un ou des conseils, entre guillemets, pour les producteurs de contenu, que peut-être nous sommes plusieurs dans la salle, pas forcément journalistes, mais qui subissent éventuellement ces agressions, pour être poli, sur Twitter ou autre réseau, de comment se défendre de ça quand du bashing, de faire de l'information ou de la transmission, pour peut-être pas dire information quand on n'est pas journaliste, mais... C'est-à-dire en fait que les producteurs de contenu qui subissent des espèces d'attaques en fait de la part des fameux haters et compagnie. Oui, par exemple, je vais prendre mon cas personnel, mais quand moi personnellement je suis podcasteuse sur le féminisme, donc je vous laisse imaginer les très sympas commentaires ça doit être chouette. Sur Twitter du type sale pute de féministe va crever. Ouais, c'est ça. Très, très épanouissant. Moi je like tous ceux qui me... Et il y en a qui disent « Ah, elle est cool quand même alors !» À quoi ça tient? Non, je sais pas. En fait, franchement... Alors, moi, j'ai découvert une chose, c'est qu'en fait, ça me touchait pas du tout. C'est vrai. Parce que... Bon, voilà, enfin, je sais que... Alors après, je me prends peut-être pas autant d'attaques que vous. Mais là, comment répondre, franchement, moi, je pense que...
faut juste laisser passer. De toute façon, si vous répondez pas, au bout d'un moment, ils vont se lasser. Ils vont aller chez les podcasteuses féministes d'à côté, puis comme ça, ce sera plus votre problème. Non, enfin, je sais pas, il faudrait y réfléchir ensemble. Si vous voulez, on en discute plus tard, mais j'avoue que... En tout cas, moi, contre les haters, soit je like. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de fakers qui adorent ma chaîne. Oui, de temps en temps, je les ai au téléphone et ils me disent « Ah, j'adore ce que vous faites !» Et ça, c'est toujours très déconcertant parce que je me dis « Bon, d'accord, mais on est d'accord que vous dites n'importe quoi sur le web. Ouais. Mais c'est quand même trop bien, quoi. Je trouve ça hyper rigolo. » Bon, bref. Et donc, je pense qu'en fait, je sais pas, je pense qu'il faut avoir une attitude soit d'indifférence, franchement, soit de liker, d'être plutôt sympa et tout. Et je pense que... Enfin, en tout cas, c'est moi, c'est ce que je fais, mais je sais pas. Ok. Je sais pas si je réponds bien, mais bon. Pas de problème, merci beaucoup. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué le journalisme comme rouage essentiel de la démocratie. Démocratie au sens chose publique, et on sait qu'il y a beaucoup de journaux comme Le Monde, etc., qui se financent aussi via la publicité pour une partie des articles qui se retrouvent gratuits. Pour vous, quel est le bon modèle économique et d'adéquation entre le besoin des journaux de se financer et le fait que l'accès à ce rouage de démocratie ne soit pas qu'uniquement payant et donc accessible à tous? Ah non, mais c'est l'adéquation. Moi, celui qui a la réponse, je veux vraiment qu'il me contacte très très vite parce que c'est vrai que c'est une question hyper compliquée en fait. Je sais qu'il y a je crois que c'est une chercheuse on m'a parlé d'elle il y a quelque temps, qui s'appelle Julia Cagé ou Cage, mais en tout cas ça s'écrit comme une cage. Et qui travaille là-dessus. Mais quel modèle économique adopter? Franchement, c'est très très compliqué. Moi, je me suis pas assez penchée sur la question pour avoir une vraie réponse à vous donner. Mais c'est vrai que d'un côté, tout le monde doit être informé, etc. C'est la démocratie, c'est génial. De l'autre côté, en fait, à un moment donné... Enfin, moi, je trouve ça, personnellement, c'est un avis, je suis désolée parce que c'est pas mon avis à moi, en tout cas sur le fait que la plupart des... Le Point, Libération, tout le monde maintenant fait payer l'accès à beaucoup d'articles. Mais moi, je trouve que c'est normal, en fait. Et si ça peut rappeler un tout petit peu... C'est pas cher, en général, hein. C'est, je sais plus, moi je suis abonnée à, c'est même pas quelques euros par mois ou un truc comme ça, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Mais en fait, si ça peut rappeler aux gens, en fait, que oui, en fait, ce qu'ils achètent, c'est un travail. C'est quelqu'un qui a bossé des heures, des semaines, des jours, donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Moi perso, je trouve ça bien, mais après, est-ce que c'est ça qui sauve la presse? Déjà, je suis pas sûre, parce que bon, ça se porte pas hyper bien, quoi. Je suis désolée, j'ai pas de réponse, mais ça m'intéresse beaucoup de creuser. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je creuse la question, parce que c'est vrai que la solution, je l'ai pas, quoi. Mais il y a peut-être des modèles innovants peut-être aux États-Unis, à voir. Maintenant, voilà, je vais creuser ça tout à l'heure. Oui. Je sais pas, pardon. Pardon, oui. Pas de souci, bonjour. Bonjour. Je vous avais parlé tout à l'heure de fact-checking, notamment au niveau télévisuel, très rapidement par rapport à la présidentielle. Pendant un petit moment, il y a eu pas mal d'émissions qui avaient commencé à mettre ça en place. On le voit beaucoup moins. Est-ce que c'est parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place? Est-ce que les acteurs qui se retrouvent en face du fact-checking se retrouvent un petit peu désarmés et demandent à ce que ça n'y soit pas? Je ne sais pas si vous avez ce genre de réponse. Alors je suis pas en fait dans les. Moi, mon rapport avec France Télévisions, il est quand même très distant. C'est-à-dire qu'en fait, très distant. C'est-à-dire que je suis pas au cœur de France Télé pour savoir. Je discute pas avec les gens qui font les plateaux, les hauts responsables, etc., etc. Mais moi, je suis sûre que c'est complètement faisable. Mais je sais pas en fait pourquoi. Mais moi, pourquoi ça ne se fait pas? Bah oui, on me dit, ah oui, mais les politiques vont plus vouloir venir. Si tu leur mets 5 fact-checkers sur chaque... ouais, mais un politique qui vient pas quand il y a plein de fact-checkers, ça veut dire quelque chose.
Enfin, et puis on peut se tromper aussi. Je veux dire, il y a on peut aussi faire des erreurs. Je veux dire, à un moment donné, un politique qui se trompe sur, il dit 50 000, je sais pas quoi, au lieu de 100, ça se reprend. Et en fait, il y a personne qui va lui en vouloir à un moment donné, si vraiment, enfin voilà, on n'est pas des. Mais je pense que c'est une démarche. Enfin, moi, je serais curieuse de voir, c'est vrai, effectivement, que si demain tous les débats sont bardés, enfin les plus importants sont bardés de fact-checkers, qui va venir? Mais je pense que il faut aussi que les gens réapprennent le goût. C'est dans quelle pub ça, le goût du vrai? Je sais plus. C'est un saucisson ou c'est un truc comme ça? Mais non, mais le goût du fait, en fait, le goût du fait. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que moi je trouve que les médias, pardon, mais ils ont participé quelque part au glissement aussi de la société vers un truc où finalement on s'en fout, c'est bien, le gars parle bien, bon il raconte n'importe quoi, c'est pas grave. Et je pense que, enfin j'espère qu'on va aller vers ça. Mais qu'est-ce qui bloque pour répondre à votre question? Franchement, je sais pas. Moi, demain, je le fais. Si on me donne les, si on me donne les moyens, franchement, j'adorerais organiser ça. Ouais. 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 Ben. Ouais, peut-être. Mais moi, j'espère, j'ai bon espoir qu'on aille justement vers ça, vers quelque chose, je veux dire, il y a tellement on nage tellement dans le bullshit et dans des espèces de fausses vérités à 2 francs, à 2 balles, pardon. L'autre jour, j'ai dit 2 francs à une salle de lycéens, ils se sont tous fichus de moi. Et en fait, oui, j'espère, moi, je mise beaucoup là-dessus, en fait, sur le fait que les gens, à un moment donné, vont prendre conscience que nous avons un souci et vont essayer d'aller dans cette, d'avoir de plus en plus de rigueur et de demander, faut demander aussi le maximum de rigueur aux journalistes, quoi. Ça, c'est hyper important. Je pense qu'on est une profession, je pense il y a 10-15 ans, qui était plus laxiste probablement là-dessus. J'ai pas de... là encore, je donne mon... Parce que effectivement, toutes ces histoires de web et tout, de fake news, ça nous met aussi face à nos responsabilités. Et maintenant, il faut réfléchir. Avant, on réfléchissait peut-être 3 fois avant de publier une info. Maintenant, je pense qu'on réfléchit 14 fois, quoi. Et tant mieux. Et en fait, c'est bien. Et je pense que c'est comme ça qu'on reconquiert, entre guillemets, les gens, quoi. C'est ce que je disais, je pense que c'est ce que les gens attendent. Qui ont? Ah. Alors, est-ce que vous avez un nom, un truc, enfin, juste que je... Parce que moi, j'avoue que je parle des journalistes, non. Enfin... Ah ben moi j'en ai là un certain nombre déjà. Ouais. Oui mais là... Alors perso, moi je fais plus que Wikipédia. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut que les gens réapprennent le goût en fait, tant que les gens se contenteront de... Enfin, moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est à quel point les gens détestent le mensonge dans leur vie personnelle. Et en fait, par contre, sur Internet, on peut leur raconter n'importe quel bobard, ça va passer, quoi. Et en fait, c'est très... D'ailleurs, la plupart des bobards sur le net, si le coup de l'ail dans le vagin, si la personne qui y croit, qui like, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, si moi, je vais dans la rue et que je lui dis, tu sais qu'il faut se mettre de l'ail dans le vagin, en fait, mais il va me prendre pour une tarée. Mais c'est sur le web, alors il like. Ils partagent. Et c'est très, très étonnant. Et il faut que les gens arrêtent, en fait, Enfin, des fois, une fois, quelqu'un m'a fait la remarque et je trouvais ça assez juste, même si j'étais pas là pour... Mais avec le début la comparaison avec le début de l'imprimerie.
Le mec me disait ouais, quand l'imprimerie est venue, avec Gutenberg, etc., tout le monde pensait que c'était vrai, que quand quelque chose était écrit dans un livre, c'était vrai. Et j'ai l'impression qu'avec Internet, globalement, c'est plus ou moins la même chose, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit que tout ce qui est écrit dans un livre n'est pas forcément vrai, et que peut-être qu'avec Internet, on va, j'espère, aller un peu vers ça. Ah bon? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah ouais, là, c'est pas moi qui ai fait le monde, parce que sinon, il serait pas comme ça, je peux vous dire. Ouais, ben ça c'est fondamental. Mais d'ailleurs, tout le monde parle de l'éducation à l'esprit critique, aux médias, etc. Dans les faits, sincèrement, moi j'ai montré d'ailleurs dans une vidéo que c'est censé être obligatoire au collège et qu'en fait, je sais plus quelles sont les proportions, mais il y a très peu de choses qui sont faites. Et ça, moi, personnellement, je trouve que c'est un scandale parce que ça coûte pas cher. Il y a des gens qui sont, comment ils s'appellent, les documentalistes. C'est ceux qui sont au CDI. En fait, ils sont formés pour ça en plus. Ils m'expliquent. Mais simplement, ils n'ont pas d'heure allouée, ils ont pas de... Et donc, au final, il y a très peu de choses qui sont faites. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment... Ouais, pour moi, c'est un scandale parce qu'en fait, tout passe par là, quoi, à un moment donné. Ouais, mais je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? Ça y est, c'est fini? Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté.